Bonjour, cher Jean-Luc Albert. Je suppose que vous êtes dans vos locaux de l'université d'Aix-en-Provence, non? Tout à fait, avec le soleil aixois et provençal. Ou ça, Dans notre bureau. le soleil Voilà. aixois et provençal, il faudrait quand même pas faire trop de propagande touristique, hein. Nous aussi, dans le Gard, on a du soleil, hein. Et quand on a le vent, c'est le Mistral qui nous vient de la poésie, voyez-vous. On va parler d'un ouvrage qui apparemment n'est pas poétique, mais qui pourrait l'être. Qui pourrait l'être si on savait lire entre les lignes d'une étrange poésie, de la poésie des rapports compliqués entre les choses économiques et les êtres humains. C'est un ouvrage sur le droit douanier européen qui est publié aux éditions Bruylant, Bruylant, un éditeur belge. N'en déplaise à Baudelaire, il y a des choses bonnes qui peuvent venir de Belgique. Cet ouvrage, quand on le prend, on se dit, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Et puis quand on commence à le lire, et puis quand on fait l'effort de comprendre, on se rend compte que c'est une mine d'or sur les relations qui nous lient chaque pays, qui lie chaque pays avec l'Union européenne, car la grande idée d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de frontières, mais il y a des droits douaniers. Où est le paradoxe? Et c'est la première question que je voudrais vous poser. Les questions douanières ont été très longtemps, mais alors vraiment, hélas, très longtemps négligées, voire même passées sous silence. On a faim de ne pas en parler dans cette Union européenne. Pourquoi? Pour quelles raisons? Bon, si je peux répondre à cela, je dirais aussi le droit douanier concerne tous les pays, tous les territoires autonomes, et pas seulement l'Union européenne. Je ne sais pas pour quelle raison cette matière, ce domaine est passé sous silence. Je crois qu'il y a l'idée que finalement ce n'est plus une question, et qu'il n'y a plus de frontières douanières, que le commerce mondial est libre. C'est une vision du commerce international, que les règles sont définies sur le plan international, et que l'Union européenne participe d'un mouvement d'ouverture des marchés, et qu'en conséquence, même la recette serait secondaire, voire disparaîtrait un jour. D'ailleurs, le droit douanier n'était quasiment plus, ou plus du tout, enseigné dans les universités en France, alors que ça l'était encore dans d'autres universités en Allemagne, aux Pays-Bas. Je crois qu'il y a une tendance un peu française, peut-être pas européenne, mais un peu française, à avoir négligé le commerce international et les enjeux majeurs qui marquent le commerce international. Le droit douanier est un droit régalien par excellence et nous l'avons quasiment abandonné avec la construction européenne à une instance européenne. C'est la communauté économique, c'est la communauté européenne, c'est l'Union européenne qui a la compétence exclusive de la règle douanière, Voilà. le droit national n'étant plus qu'un droit d'effectivité de mise en œuvre. Donc, on a, semble-t-il, finalement considéré que ce n'était plus une question peut-être d'intérêt national. Alors, c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que dans les débats qui ont précédé les élections européennes, on n'a jamais parlé quasiment de droit douanier. Et je pense que parmi les amis qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui découvrent que le droit douanier n'est plus une compétence nationale, mais est devenu une compétence de l'Union européenne. Je suis Oui, mais persuadé. ça, c'est important à signaler, mais depuis le début, Depuis le début, oui. les années 50, le choix qui a été fait entre deux mécanismes, ce qu'on appelle les zones de libre-échange, postulat britannique, l'union douanière, postulat de la petite Europe à 6, ça a été de construire une union douanière. Et il n'y a pas d'union européenne aujourd'hui sur le plan économique si l'on n'intègre pas le fait que nous sommes fondés sur une union douanière. C'est la première compétence exclusive de la construction européenne et vous y rajoutez la politique commerciale, deuxième compétence exclusive. La boucle est bouclée depuis les fins des années 50, début des 60. Le système européen est un système qui se construit autour de l'union douanière, se fonde sur l'union douanière et sur une démarche voulue dès l'époque d'ouverture des frontières et de participation à un commerce international ouvert et libre. Alors, si je comprends bien, mais
je peux ne pas comprendre, hein, ça m'arrive quelquefois. On peut même penser qu'il y a, par la captation de la part de l'Union européenne de l'exercice du droit douanier, un préliminaire à la suppression complète de toutes les frontières. Oui, il y a un préliminaire. D'abord, suppression des frontières intérieures, plus de barrières douanières intérieures, voilà, très clairement. Voilà. La circulation des marchandises, moi je m'intéresse qu'aux marchandises, hein, mais ont suivi les capitaux, les services et les travailleurs. Mais alors ce droit... Oui, personne. Mais ce n'est pas que ça. Quand on a construit ce système, le GATT et les États-Unis se sont inquiétés du choix union douanière plutôt que libre-échange. Et dès l'origine, les constructeurs de l'Europe, avec un centre de conférences, ont pris comme engagement que cette union douanière n'aurait pas de vocation protectionniste. C'est une construction destinée à participer à un commerce international ouvert. Et la Cour de justice de l'Union européenne, en 2005 encore, dans un conflit qui opposait l'Espagne aux institutions européennes, elle a indiqué très clairement que le tarif douanier, les droits de douane, n'avaient pas de vocation protectionniste. La vocation européenne, c'est de participer à l'ouverture au commerce international ouvert. C'est le choix des années 50. Mais ça, c'est déterminant ce que vous dites, et c'est effrayant. Ça veut dire qu'il y a une philosophie de l'absence de protection économique. Oui. Au bénéfice, bien sûr, d'une économie mondialiste. C'est ça. Tout à fait. Et on a la preuve dans l'organisation du droit douanier européen que l'Union européenne ne veut pas se protéger, mais veut s'intégrer à un champ commercial international. Tout à fait. Ce champ commercial, juridiquement, est construit par l'Organisation mondiale du commerce. Ouais. Et sur le plan douanier, de façon plus spécifique, par une organisation que personne ne connaît, mais qui est pourtant à mes yeux très importante et utile, c'est l'Organisation mondiale des douanes, qui siège à Bruxelles et qui est antérieure même à l'OMC en termes d'histoire de construction. On a un vrai droit international douanier, ce qui fait que l'Union européenne, elle, finalement, transpose, traduit à son échelon régional ce qui se construit pour l'essentiel au niveau supra-régional, c'est-à-dire au niveau international. Mais comme quoi, si on veut vraiment comprendre ce qu'est dans sa réalité l'Union européenne, il faut qu'on ait la force intellectuelle d'entrer dans ces analyses-là. Sinon on est au niveau des débats politiques qui précèdent les élections et qui ne disent rien. Oui, c'est pour ça que dans cet ouvrage, je n'ai pas traité seulement la dimension technique. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aurait par hasard une dimension politique? Est-ce qu'il existerait une politique? Voilà, et ça, vous l'avez très bien vu. Je l'ai identifié, c'est une politique sur le continu, sur le long terme. C'est toujours la même politique, la même orientation consacrée par le juge européen. Je n'ai pas vu, par exemple, on peut avoir des clauses dérogatoires, des clauses exceptionnelles, mais c'est le droit OMC qui le permet. Mais il y a un continuum temporel très clair avec une politique douanière d'ouverture consacrée par le juge européen. Ben voilà, voilà, voyons, je ne sais pas comment il dit. Ouais. Autre question. En quoi le droit douanier, qui est devenu maintenant un droit douanier européen, présente-t-il des particularités, en particulier sur le plan européen? Quelle est en quelque sorte sa spécificité? Quelles sont ses particularités? Parce que c'est un droit douanier d'abord qui trouve sa source dans les traités européens. Ouais. C'est-à-dire compétence exclusive, l'union douanière, ce qui induit sur le plan du droit que l'Union européenne utilise la technique du règlement. Ça veut dire aussi que c'est beaucoup plus contraignant. Le règlement par rapport à la directive, mais ce n'est pas un député européen que je pourrais l'annoncer, le règlement est obligatoire dans tous ces éléments à partir du moment où il est entré en vigueur, et cela dans tous les États, même s'il n'y a pas de droit de transposition. Ce qui veut dire que vous avez une force juridique avec le droit douanier de l'Union européenne qui est très importante, force
sur la classification des marchandises qui est la même partout, force sur le tarif douanier qui est unique et qui est le même partout quand une marchandise arrive, force contraignante aussi sur les échanges, les systèmes d'information et finalement la réalité juridique autour finalement un peu de la Commission européenne. La nuance, c'est qu'il n'y a pas d'administration douanière européenne. C'est-à-dire que les 27, 28 avant, n'ont jamais fait le choix d'intégrer leurs administrations douanières dans une administration européenne. Fait que j'ai un droit européen avec une direction générale qui s'appelle Taxud. J'ai un très important droit européen qui parfois transpose le droit international. Donc souvent, encore vous êtes en train de travailler d'ailleurs sur un guichet unique européen en matière douanière. Vous avez depuis octobre 2020 une proposition de règlement de la Commission européenne sur ce sujet. Mais sur le plan de l'effectivité, il faut des fonctionnaires nationaux, des douaniers. Il faut un droit douanier de la répression, du contrôle, de la sanction. Et ça, chaque État définit ses règles en matière répressive. L'objectif étant que ces règles permettent l'effectivité du droit européen, qu'il soit bien respecté. Pas la peine d'avoir des règles sans intérêt, ce qui nuirait à l'intérêt du droit européen. Mais vous êtes en difficulté, enfin nous sommes en difficulté, c'est parce que dans l'Union européenne, j'ai 27 droits douaniers nationaux. C'est-à-dire qu'il existe aussi, et vous avez aussi une proposition de directive qui n'a pas avancé au Parlement européen, en tout cas pas suffisamment depuis quelques années, c'est 27 systèmes répressifs nationaux différents. Ce qui veut dire que les fraudeurs peuvent aussi, ce que nous avions étudié à un colloque à Lyon, faire jouer la concurrence dans le moins-disant répressif en choisissant les pays les moins répressifs pour faire rentrer leurs marchandises en fraude. Et bien sûr, oui. Et nous savons qu'il y a aussi non seulement des systèmes répressifs moins-disants qu'en France, qui est un pays considéré comme répressif, donc on contourne quand même en partie la France, mais vous avez aussi des comportements d'administration douanière qui sont laxistes. Alors les Britanniques étaient réputés pour un certain laxisme dans le contrôle, mais les Pays-Bas sont aussi parfois réputés comme laxistes dans le contrôle douanier. Mais vous pourriez choisir d'autres pays de l'Union européenne où l'administration n'a pas les moyens d'un contrôle douanier, n'a pas la technologie du contrôle douanier. Ce qui fait que vous avez créé un programme financier qui s'appelle Programme Douane 2022, etc., pour aider les pays à avancer sur le plan de la technologie. Oui, ce qui veut dire que les futurs fraudeurs ont de bons conseillers en droit douanier. Les futurs fraudeurs n'ont pas attendu mon ouvrage. Ils n'ont pas attendu pour la fraude. Il suffit simplement de voir qu'aujourd'hui, le contrôle douanier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a été repoussé par les Britanniques parce qu'ils n'ont pas les moyens réels encore à ce jour d'assurer le contrôle douanier. Et est-ce que le droit douanier, quand même, ne nous permettrait pas d'exercer des moyens de pression sur les Britanniques qui sont en train de nous prendre pour des blaireaux, notamment en ce qui concerne les espaces de droit de pêche? On se rend compte qu'ils se montrent de plus en plus réticents, de plus en plus tatillons, et que finalement, on risque d'être perdant. Est-ce qu'on n'a pas des moyens de rétorsion, alors, notamment après... Réponse de façon unilatérale. La France, réponse non. Oui. Parce que tout simplement, le traité qui a été conclu, l'accord du 24 décembre 2020, qui traduit finalement quelques mois de négociations pour un nouvel accord de libre-échange, ce traité prévoit un mécanisme de résolution des litiges qui suppose que chaque État qui se plaint de quelque chose saisisse une instance spécifique à ce traité pour trouver un mode de résolution des litiges. Donc la France n'a pas de moyens de rétorsion en propre. Dès lors qu'on applique ce traité, eh bien, on est dans le cadre européen avec cet instrument qui a été bien organisé, en sachant qu'il y a le problème des zones de pêche, mais ça, à la limite, je dirais, c'est le problème des zones historiques de pêche. C'est vieux. Je crois au début de ma carrière universitaire, je commentais déjà des conflits de pêche à Jersey, Guernesey, les îles Créoux, etc. Ça recommence à Jersey. Ça recommence, mais ça recommence comme il y a eu des conflits entre pêcheurs britanniques et pêcheurs islandais. La richesse maritime, vous aviez une robe bleue qui était censée protéger aussi la richesse, qui s'épuisait face à des pêches intensives. Et je ne parle pas des pêches japonaises aussi, qui viennent piller nos zones maritimes. Mais en fait, mesure de rétorsion unilatérale française, réponse non. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le Brexit a eu un impact douanier?
Le Brexit a eu plusieurs impacts douaniers. Il y en a beaucoup et un certain nombre de mécanismes ne sont pas encore entrés en vigueur. Le Royaume-Uni a parfois des difficultés, fait que certaines mesures ne sont pas encore en application. Par exemple, sur la labellisation, on a un label CE qui va disparaître, voilà, UK ou Great Britain, un nouveau label, et ça n'est applicable qu'en 2022. Un certain nombre de contrôles douaniers ou certifications ne sont applicables qu'en 2022. Vous avez un certificat pour un territoire spécifique qui s'appelle le Kent, dans lequel doivent passer les poids lourds. Là aussi, c'est un certificat spécifique à mettre en place. La coopération informatique, les systèmes d'information, tout ça n'est pas encore en place. Ce qui veut dire que quand les gens arrivent, les opérateurs, ils découvrent qu'ils doivent faire des déclarations en douane, ce qu'ils ne connaissaient pas avant, et cela charge, c'est une charge de travail supplémentaire pour les entreprises. Donc vous avez le problème de l'Irlande du Nord qui n'est pas réglé, le problème des zones de pêche qui est un élément, soyons clairs, mineur par rapport au traité, mais on en parle, tout le monde en parle. Vous avez le problème des contrôles aux frontières qui n'est pas réglé. Et vous avez bien sûr le problème d'un risque majeur. Et j'avais organisé une conférence avec un collègue britannique qui s'appelle Timothy Lyons, qui est à l'équivalent de mon ouvrage, mais en anglais, et qui doit changer totalement son ouvrage, maintenant il doit parler du droit britannique douanier. Nous étions d'accord pour dire qu'il y avait un risque de fraude majeur, c'est autour de la notion d'origine. Pourquoi? Parce que les produits britanniques venant en France n'ont pas de tarifs douaniers, ne sont pas pénalisés financièrement, et réciproquement, les produits de l'Union européenne, labellisés CE, ont une origine préférentielle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés quand ils vont sur le territoire britannique. Qu'est-ce qui nous garantit que les marchandises labellisées UK sont bien des marchandises fabriquées, produites, originaires du Royaume-Uni? Nous avons un risque majeur de conflit à terme sur une chose que vous n'évoquez pas, où tout le monde est sur la pêche. On a parlé de l'Irlande du Nord. Vous n'évoquez pas le risque majeur pour les opérateurs, c'est le contrôle de l'origine qui sera sans doute le problème majeur. Bien sûr, on voit un peu ça d'une manière très différente en Occitanie avec les vins espagnols. Hein? Ça, c'est autre chose. Moi, là, je parle de produits qui, venant labellisés auront l'avantage tarifaire, c'est-à-dire pas de taxation. C'est ça, voilà, oui. Et donc, l'absence de taxation, parce qu'ils ont ce label UK, c'est quand même très important, et réciproquement, nos produits ne sont pas taxés. Malheureusement, vous savez que c'est un format qui, pour être vu, se limite dans le temps, parce que la capacité d'attention d'un public est aujourd'hui limitée. Ce que je voudrais dire, c'est que cet ouvrage, qui peut, dans son intitulé, apparaître rébarbatif, est en réalité un extraordinaire voyage au pays des contrebandiers. Parce que qui dit... Les contrebandiers, c'est aussi un voyage dans le temps et dans l'histoire. Voilà. Nous sommes héritiers de choix qui nous sont antérieurs. Antérieurs, et on se rend compte, sauf erreur de lecture de ma part, on se rend compte que ce droit douanier européen, il est quand même éternelle poésie, plein de petits chemins de contrebande. Il y a de très beaux contentieux et très amusants chaque année sur la classification des marchandises. Voilà. Les importations de viande de chameau d'Australie. Voilà, il y a des très belles décisions. Voilà, on découvre des histoires absolument incroyables qui pourraient faire l'objet même d'un document qui s'appellerait Histoire extraordinaire. Parfois, vous avez au sein de l'Union européenne un livre qui s'appelle l'OLAF, qui a quand même quelques problèmes aussi pour surveiller le bon fonctionnement des administrations douanières. Oui, mais est-ce qu'elles s'en occupent beaucoup? Vous pensez pas qu'il y a eu des contentieux. Avec qui les contentieux ont-ils été développés? Parce que l'OLAF peut voir comment ça se passait. Par exemple, un pays comme l'Allemagne a refusé au début que l'OLAF vienne voir comment fonctionnait son administration douanière dans les contrôles douaniers. Il y a eu de très beaux litiges sur des... Et maintenant, l'OLAF contrôle... Mais il y a des choses tout à fait passionnantes, même à l'étranger, hors de l'Union européenne, droit d'enquête. L'Allemagne, comme ça, était réticente au contrôle de l'OLAF. Oui, tout à fait. Les Britanniques ont une dette, une ardoise sur des droits de douane considérables. Si je vous parle de l'ail frais chinois, transformé, requalifié, eh bien, on n'est pas en millions d'euros, on est bien au-delà en termes de dette douanière. Et comment cela peut-il se résoudre?
Par la négociation. Ah Je oui. ne vois pas comment. Oui, parce que il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et pour les financiers auxquels j'appartiens, on n'a pas très bien compris encore exactement le montant de l'ardoise britannique dans l'accord qui a été conclu en 2019 pour de départ. C'est-à-dire, il y a des mécanismes extrêmement complexes étalés dans le temps et la dette douanière britannique fait partie des choses à régler. On peut dire que les Britanniques sont partis en nous laissant une belle ardoise, non? Une bonne ardoise, disons que si j'avais l'argent en question, je pourrais peut-être imaginer de prendre ma retraite assez vite. Oui, oui, mais ça, et même en faisant de la contrebande. Mais contrebande, contrefaçon, contrôle sanitaire, phytosanitaire, Tout ça touche le droit douanier. Oui, oui, origine, tout ça, c'est de la compétence douanière. Voilà. Écoutez, Jean-Luc, je vous remercie de cet entretien. Bien sûr, comme toujours, je rappelle que les gens qui interviennent dans cette émission n'ont aucune obligation de partager nos idées et que parfois même ils sont les bienvenus parce qu'ils ne les partagent pas. Donc il n'y a absolument aucune approbation d'idées dans le fait de participer à ce dialogue. Loin s'en faut. Je vous remercie. Cet ouvrage m'a beaucoup appris. Et même par moments, c'est drôle de voir certaines situations que vous évoquez. Il est quand même signé par l'ancien doyen de la faculté de droit de Lyon que vous avez été, et par l'actuel professeur à l'université d'Aix-Marseille, où j'ai fait mes études il y a longtemps. Bon, je ne sais pas si j'étais un bon élève, mais de mon temps, il n'y avait pas de droit douanier. On commençait à peine à avoir voilà. Il n'y en avait pas. Oui, mais le droit douanier est d'une des plus anciennes matières du droit et c'est sans doute l'un des plus anciens dans notre histoire. Et ça remonte à l'Antiquité. Et oui, et parce que depuis toujours, on a voulu protéger ses intérêts économiques et ses frontières. Protéger et taxer. Voilà, et taxer, oui, parce que de toute façon... C'est une recette essentielle dans notre histoire. Eh oui, alors on pourrait parler aussi du montant de la recette et de toutes ces questions-là. Enfin, il faudrait quasiment faire une conférence d'1h30, 2 heures, et on ne peut pas. Écoutez, merci beaucoup, et j'espère que ce livre sera lu. En tout cas, vous allez intéresser beaucoup de monde parce que on n'imagine pas à quel point sous le képi du douanier se cache l'intérêt du pays. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci à vous.